Le 12 mars se tenait à la polyvalente de Thetford une journée sur la femme. Cette journée était organisée par la Fédération des femmes du Québec ainsi que le Comité de la condition féminine de la CEQ. Plusieurs activités étaient offertes, telles que garderies et ateliers sur différents thèmes. Le contenu des ateliers se répartissait ainsi: la grossesse et la vie familiale, l'Office de protection des consommateurs, la femme et la loi, département de santé communautaire, éducation sexuelle et avortement, place de la femme dans la société d'aujourd'hui, sexisme dans l'éducation, revendications à caractère politique, congé de maternité, salaire à la ménagère, garderie. Nous avons assisté à ce dernier atelier et nous faisons part de la discussion. La journée s'est terminée par une plénière réunissant les rapports des différents ateliers avec une période de questions pour prendre une décision commune face aux résolutions. Les points qui sont suggérés sont le congé de maternité, le salaire à la ménagère, les garderies. Mais si vous pensez à d'autres points qui ont des liens directs avec la politique, qui ont des implications au niveau politique, vous pouvez les soulever aussi. On peut en discuter aussi. Le salaire à la ménagère, par exemple, moi, ça m'intéresse. Oui. J'aimerais savoir de quelle façon vraiment on entrevoit ça. Comment ça se peut... peuvent en venir à payer un salaire à une ménagère? Est-ce que c'est seulement celle qui va avoir des jeunes enfants jusqu'à l'âge d'école, ou bien si c'est seulement... si ça va être toutes les femmes, celles qui vont vouloir rester à la maison vont être payées pareil? Oui. Comment? Non. Si le gouvernement donne un gros salaire ménagère, c'est le gouvernement qui va donner ce salaire-là. Si le gouvernement donne un salaire aux ménagères, donc il y a des droits sur les madames, hein? Il y a des droits sur nous. Moi, je vois ça comme ça. Alors, de quelle façon allons-nous être en mesure? On veut avoir un salaire, puis aussi, on veut avoir de la liberté aussi. On va avoir des comptes à rendre au gouvernement. Il va sûrement exiger pas de poinçonner, pas de remplir, faire du 8 à 5 ou bien quelque chose comme ça, du 9 à 5. Il va sûrement avoir des droits sur nous. Il va nous demander à exiger des choses. On dit qu'on est productif pour la société. On produit du bien là, des personnes pour la société de demain. Fait que je trouve que ça serait logique qu'il y ait quelque chose de rentable pour nous à ce moment-là, qu'on soit rémunéré. Il y en a qui disent qu'ils vont chercher ça dans la poche du mari pour leur donner à la ferme. C'est peut-être vrai, mais je ne sais pas. En tout cas, moi, je trouve que c'est quelque chose de productif, ça, que d'avoir des enfants et les rendre à la société, soit l'homme ou la femme, comme tu dis. Mais c'est du bien, du butin pour demain. Est-ce qu'on ne serait pas mieux plutôt de demander un surplus d'allocation familiale que de demander un salaire à la ménagère? Qu'est-ce qui est mieux dans ça? Bien, moi, je pense que c'est peut-être une forme de revalorisation de la femme au foyer. Parce que quand tu es au foyer, tu ne reçois pas de salaire, donc tu n'es pas une productrice, puis tu as tout par en arrière, tu as beaucoup de pression qui font que toi, tu ne te sens pas bien dans ta peau. Tu as tout ce schéma-là de pensée. Là. Je trouve qu'en ayant un salaire au conjoint au foyer, ça revalorise le rôle d'éducateur ou d'éducatrice du conjoint qui est là. Puis ça force, je sais pas, on ne peut pas dire forcer, là, mais il y a sûrement des gens, des femmes qui préféreraient rester à la maison pour éduquer leurs enfants, mais elles savent très bien qu'elles ne pourront pas retourner sur le marché du travail après, quand le plus jeune aura 6-7 ans. Alors, elles restent à la maison. Je vois pas autre chose que ça, parce que si on produit, quand on a des enfants, qu'on les éduque pour l'avenir, ça, c'est du capital à investir. Le capital est là. Quand le capital est plus là, pour moi, ça tient plus, personnellement. Moi, je vois pas ça comme ça. Je vois ça pour la période où tu as des jeunes enfants pour les rendre jusqu'à temps que... en tant qu'éducatrice. Moi, je pense que ce serait toujours ceux qui n'auraient besoin qu'ils n'auraient pas, puis ceux qui n'auraient pas besoin l'auraient. Ceux qui n'auraient besoin de ce salaire-là, ils demanderont, puis ils ne l'auraient pas sous eux. Mais pour toi, est-ce que ce serait un salaire qui serait donné seulement à celles qui le demanderaient ou à ceux qui le demanderaient? Si c'est pour tout le monde, ce serait correct, mais il ne faudra pas qu'ils iraient travailler ailleurs, puis une semaine rester à la maison, puis une semaine ailleurs, puis 2 salaires. Le salaire, puis la compensation du gouvernement, il ne faudra pas se faire ça. OK.
Moi, je trouve que ça va briser la société. Moi, je trouve que dans la société, là... On parle du salaire à la ménagère. Si on essaie de voir, de répondre à la question que je posais tout à l'heure, le salaire, ce sera en échange de quoi? Toujours dans ce sens-là. La femme à la maison s'occupe des enfants, garde les enfants. Une monitrice de garderie qui garde des enfants ne reçoit-elle pas un salaire? Il pourrait peut-être penser à ça un petit peu. Mais ce qui serait peut-être un élément de réflexion profonde. Comment on voit le salaire à la ménagère, parce que c'est le terme qu'on a sur notre papier, on peut le changer si on veut. Comment on voit le salaire à la ménagère en termes de partage avec le mari des tâches ménagères. Rose-Hélène? Eh bien, rendu là, on pense à ça. Mais de toute façon, je pense, je sais pas, il y aurait peut-être une solution, peut-être pas bonne, là. Mais pourquoi qu'il n'y aurait pas un revenu minimum garanti à tout individu? Soit une femme ou un homme, que les femmes, il y aurait le salaire minimum. S'ils ont des revenus, des choses comme ça, d'accord, mais au moins qu'il y aurait le minimum vital. Fait que la femme, par son âge, trouve pas de travail, elle aurait un salaire. Si, peu importe là, la chose qui pourrait débalancer sa façon de vivre, là, ben, elle serait assurée de vivre au moins. Elle serait pas complètement dépendante. Tant qu'aux autres questions là, que je vais y repenser. Là, actuellement, l'homme et la femme travaillent ensemble. Disons, dans la maison, l'homme aide à madame et puis, en tout cas, aux travaux ménagers. Là, madame, elle a un salaire. Là. Voyez-vous que le monsieur va être aussi intéressé à mettre la main à la pâte? Il va dire, t'es payé pour le faire? Moi, Bernard, je ne suis pas d'accord avec toi non plus. Tu connais pas les hommes? Je suis une femme, j'espère. On ne peut pas, quand on parle de questions aussi délicates que ça, puis en fait, on est dans l'inconnu complètement parce qu'on n'a jamais vécu cette expérience-là. Mais moi, je te dis ceci, j'ai déjà eu un emploi à l'extérieur avec les enfants. C'est-à-dire que j'avais des enfants, puis j'avais un emploi à l'extérieur. J'avais un salaire. Donc, ce salaire-là, mon mari aussi en avait un pendant ce temps-là. Bon, c'est pas parce que je travaillais, puis que j'avais un salaire, qu'il refusait de partager. Je pense qu'on est arrivé à un seuil de vie. Je parle pas de niveau de vie, là, je parle d'étape. Où on s'en va vers l'avant, on ne pourra plus revenir en arrière, je pense. Puis ça, c'est nous autres qui allons faire foi encore là en éduquant nos filles. Dans la société d'aujourd'hui, il est beaucoup moins honteux qu'il l'était pour nos pères de Secouanap, par exemple. Tu sais, pour prendre un exemple là, très simple. Nos maris sont de plus en plus des hommes qui ont été obligés d'acquérir à un moment donné une formation ou qui ont vécu à l'extérieur de la maison familiale, qui ont été pris, vraiment pris, pour se presser, puis pour se laver une chemise, et puis pour se débrouiller par eux-mêmes. Ils l'ont appris. Ils ne s'en sont pas sentis dévalorisés. Ils sont maintenant plus conscients. Encore là, je ne te dis pas que je généralise. OK? C'est dans chaque maison, c'est à l'intérieur de chaque couple que la réalité se vit. Moi, je ne sais pas ce qui se passe chez vous, hein, puis je ne sais pas ce qui se passe chez Denise, ni chez Gisèle, etc. Je parle de ce que je connais, OK? Donc, les hommes ont appris à s'immiscer dans la vie familiale. Ils ont appris à considérer la maison non plus comme un havre de paix, mais comme un lieu où ils vivaient. Moi, mon mari, chez nous, il n'a pas sa pipe, ses pantoufles et son journal en rentrant, j'ai même pas de chien pour y apporter. Ça fait qu'il n'y a personne qui y donne. Il va les prendre lui-même, tu sais. Puis il sait qu'on ne reviendra jamais en arrière. T'sais. Puis mes fils, ils apprennent à vivre comme leur père, c'est-à-dire à faire la cuisine aussi, etc. Alors j'imagine que dans la société de demain, ils ne reviendront pas plus en arrière. Je pense que ce n'est pas une question financière. Si ton mari, il est capable de considérer que tu vaux quelque chose dans la société, bon, que tu représentes autre chose qu'une unité de travail là, dans la maison, il s'aperçoit que tes journées sont assez longues. Puis quand il arrive, là, il est capable de donner un petit coup de main, comprends-tu? Salaire ou pas salaire. Ça, je pense que... Ils ont pu s'en dire, Je peux prendre ton nom. Ils ont pu s'en dire ceux qui travaillent en dehors, ils travaillent tous les deux en dehors. Mais quand tu travailles dans la maison, ils se sont dit, ben, si l'ouvrage de la maison qu'elle fait, si j'arrive le soir, elle n'a pas fini son ouvrage, c'est parce qu'il y a des jours qu'elle s'est assise certains.
me faire à craindre, moi, je sais toujours bien, je passe pas la journée à faire d'ouvrage. Puis j'ai 3 enfants à la maison, puis en tout cas, je ne sais pas quel salaire que vous pensez qui serait bon pour une femme qui reste à la maison. Mais, en tout cas, c'est mon idée. C'est attendu que ça ferait pas tard, mais il y a quelque chose qui manque d'un saut. Moi, je n'ai pas droit. Une autre implication que j'aimerais que vous essayiez de suppeser, là, de suppeser en discutant du salaire à la ménagère, ce serait l'implication que vous voyez, s'il y en a, au niveau de la demande qui est faite concernant les garderies. Si vous prévoyez que la demande de salaire à la ménagère peut avoir des répercussions au niveau de la demande des garderies. Si tu n'es pas là, qu'est-ce qu'il y a? Ça prend un régime de garderie au moins privé, parce qu'il faut que tu les mettes quelque part, tes enfants. Si tu n'es pas là pour donner des soins quand il y a une grippe dans la maison, ça prend un système social d'hospitalisation. On chiale déjà que ça nous coûte bien cher. Bien, s'il fallait qu'il n'y ait plus de femmes à la maison, il faudrait que les malades les mettent quelque part. Hein? Bon. Et il serait là encore. Des accidents de voiture, il y en aura encore. Des personnes malades, impotentes, etc., il y en aura encore, puis il y en aura encore bien plus, parce qu'il faudrait les placer. Alors, mettons tout ça, là. C'est important. Que j'ai travaillé déjà dans une facture de coton. Ils sont contents d'avoir les femmes parce que les hommes, il faut qu'ils les payent. Puis les femmes, ils ne les payent pas. Puis les femmes aimeraient ça, rester à la maison, puis tout travailler 10 heures, dans une facture de coton, filer, prendre la place des hommes, que je suis calme, et tout. Qui seraient chez eux, qui avaient un petit salaire pour élever les enfants. Puis quoi, les hommes, ils ont fait, elle a la taverne, là, avec l'assurance chômage, quoi, la femme qui l'a. Et puis, les hommes iraient travailler, et puis les femmes resteraient à la maison. Je ne parle pas là, des femmes qui sont capables. Mon Dieu a mis des talents à celles qui sont instruites, puis il en faut des femmes dans la société. Mais pas toutes les femmes. Elle parlait de la femme qui avait déjà le salaire minimum pour aider à compléter le budget, puis qui est pris avec une bonne, et qu'il faut qu'elle paye une bonne. S'il y avait un système, un réseau de garderies institué là, sur le milieu de travail, et ça existe dans d'autres pays, pourquoi on ne l'aurait pas, nous autres? Où la femme peut aller même prendre son heure de repas avec son enfant, puis si elle a un jeune bébé puis qu'elle l'allaite, elle a le droit à 1 heure ou 2 dans la journée, ou je ne sais pas, par demi-journée pour aller avoir soin du bébé. C'est toute une politique de socialisation, ça, à un moment donné, qu'il faudrait qu'il soit établi. Toujours dans ce sens-là, il faudrait peut-être, étant donné que, je ne sais pas, on voulait que l'atelier ait surtout un caractère de revendication politique, essayer de voir ce serait quoi un véritable droit au travail pour la femme. Peut-être que si on élabore un petit peu dans ce sens-là, peut-être qu'après, la femme pourra vraiment choisir entre le marché du travail puis la maison, ce qui n'est pas le cas présentement. Ensuite, il y a un autre point. Tout à l'heure, on a parlé beaucoup de travail ménager, de personnes qui aident à la maison, tout ça. Au début de l'atelier, Carole avait soulevé un problème en disant, mais on est quoi? On n'est pas des purs esprits. Je salis, il y a du ménage à faire. Dans une maison, il y a la femme qui salit, il y a les enfants qui salient, il y a le mari qui salit. Le ménage qui est à faire, il y a peut-être quelque chose aussi que d'autres pourraient assumer. Quand tu manges, tu salis ton assiette, ton mari salit la sienne, les enfants salissent la leur aussi. C'est bien sûr que des jeunes enfants, tu ne leur demanderas pas d'aller laver la vaisselle et tout ça, mais il serait peut-être considéré comme normal que l'homme assume sa part à lui, pas qu'il aide sa femme, qu'il assume sa part. Puis il salit lui aussi, qui répare un peu lui aussi. Dans l'atelier, on avait 3 titres. On avait femme présentée dans le manuel scolaire, on avait la fille et le garçon, et on avait la famille. Mais j'ai trouvé que ce qui avait été discuté entre femme présentée dans le manuel scolaire et la famille, ça ressemblait beaucoup. C'est que femme présentée dans le manuel scolaire, il montre comme la femme qui est toujours collée dans le foyer, et un peu exagérée même. Il montre toujours l'homme à l'extérieur du foyer, disons, on va dire. Mais la femme, elle présente dans le foyer, qui est réellement exagéré un peu, qui n'est pas réaliste non plus. Et aussi, ce qu'il ne montre pas, c'est la diversité de postes qui est présentée pour les femmes.
C'est qu'une femme qui est en train de débuter bien tranquillement, mais qui débute, c'est qu'il y a des chauffeurs d'autobus. Politiquement, les femmes commencent à rentrer dans les politiques, mais ils montrent pas ça dans les manuels scolaires. Et ce qu'ils ne montrent pas non plus, c'est le père avec ses tâches diversité, excuse. Il montre le monsieur avec son ouvrage, il montre la pêche, il lui montre en train d'aller à la chasse, il lui présente toujours avec non seulement l'ouvrage, mais le temps libre, le plaisir. Tandis que quand on revient à la femme encore, il présente la femme encore dans le foyer et non avec des loisirs pour elle-même. Pour la famille, c'est encore pas mal, ça se ressemble beaucoup, là, comme j'ai dit. C'est qu'il ne montre pas d'exemple de femmes dans tous les milieux, seulement encore, il présente la femme, disons, s'il la présente dans un ouvrage, ils vont la présenter comme secrétaire, comme infirmière, plutôt que, disons, comme, je sais pas, présidente ou qui est en train d'administrer une grosse compagnie. Ça va être plutôt l'homme qui va être présenté dans ce rôle, tandis qu'il y a beaucoup de femmes qui peuvent aussi avoir ce rôle. Pour le père, il ne montre pas le stéréotype du père. Il montre un stéréotype le père comme avoir une bonne position, mais il ne montre pas les problèmes que le père a aussi. Disons, les grèves, syndicaux, le problème monétairement, réellement, pour faire vivre la famille. Ça, c'est quelque chose qu'il devrait présenter, mais qu'il ne présente pas quand ils sont plus jeunes. Puis nous autres, on parle aussi beaucoup pour les enfants quand ils sont plus jeunes. Et un problème aussi qui peut arriver sur ça, c'est que en montrant la femme pour les jeunes enfants, qui est toujours à la maison, alors tu vas prendre un enfant, la femme décide d'aller travailler. Alors le petit monsieur est obligé d'arriver, l'enfant, le midi, ouvrir la porte lui-même, se faire à manger, tandis que le voisin, disons, la femme ne travaille pas, elle est là pour tout préparer pour eux autres, pour tout mettre sur sa table. Tandis que le petit monsieur qui arrive, qui est obligé de rentrer lui-même dans la maison et préparer ses affaires, il peut se ressentir un petit peu rejeté, un petit peu mécontent, parce que lui, il a été montré que dès qu'il est plus jeune, il rouvre son livre, il voit maman dans la maison. Il voit papa à travail, il revient, maman est là. Si maman n'est pas là, il n'aime pas ça. Il sent qu'il n'est pas prêt à voir ça. Alors, notre affaire, c'était qu'on a discuté, c'était les stéréotypes de la fille et du garçon, et de le garçon. On a dit que les enfants sont stéréotypés au début, dès de 0 à 6 ans. Ça commence là dans les plus jeunes âges. On montre la fille très jeune comme dépendante, comme une femme qui est toujours poussée pour être féminine, qui est élevée pour une vie familiale, plutôt comme faire un ménage, faire à manger, tout ça. C'est beaucoup moins pire que c'était avant, mais c'est encore là. Et oblige aussi toujours d'être disponible. Disons, quand les parents parlent, disons, ici, il y a des gars et des garçons, des garçons et des filles dans la maison. Alors, c'est la fille qui va entreprendre le rôle de la maison. Dépendant comment ils ont été élevés, là. Mais habituellement, c'est la femme qui entreprend ça, et non les garçons. Les autres vont arriver pour manger, puis ils vont partir. Tandis que la femme va rester là pour prendre soin, même pour garder. On a dit aussi que les femmes, ils n'étaient pas aussi libres que les hommes, que si, disons, une fille part pour une fin de semaine et un garçon dans la même maison, le garçon va partir le vendredi soir, et puis ça va être correct. Tu amuse-toi très bien durant la fin de semaine. Si la fille arrive le vendredi soir, elle va dire maman, je m'en vais avec des amis pour la fin de semaine. Ah, avec qui tu vas? À quelle heure? Où tu vas rester? As-tu assez d'argent? Et quand tu vas revenir? Et quand tu reviens, qu'est-ce que tu as fait durant toute ta fin de semaine? Encore, je dis, je ne veux pas exagérer, là, c'est pas toujours les cas, mais en général, disons, il y a beaucoup de cas qui se trouvent comme ça. Et aussi une autre affaire, qu'un garçon n'était pas préparé quand il était jeune pour la vie familiale, disons, dans la maison. Il était plutôt poussé pour être sportif, pour se préparer, pour avoir de l'éducation et rentrer l'argent dans la maison. Mais envers la vie familiale, il n'est pas réellement préparé, tandis qu'une femme va être plus préparée que l'homme. En réalité, c'est dire que la fille est stéréotypée et le gars aussi, et que la fille a autant le droit à choisir que le garçon a le droit à choisir. Si le garçon veut tricoter, il a le droit de tricoter. La femme veut jouer avec les camions. Mais on veut dire aussi qu'on ne veut pas réinverser les rôles non plus. C'est qu'on veut dire que seulement arriver à un milieu.
Il s'est dit beaucoup de choses sur ça. On va essayer d'y passer rapidement, en venir surtout aux résolutions qui sont sorties. De la façon dont on a procédé, on a d'abord essayé de s'interroger pour savoir, dans le travail de la ménagère, s'il devait y avoir un salaire, quelle partie du travail devait être rémunérée. On a élaboré passablement sur ça tous les aspects du travail de la ménagère, en fin de compte. On s'est aussi interrogé à savoir quelle influence l'octroi d'un salaire à la ménagère pourrait avoir sur un éventuel partage équitable des tâches entre les deux conjoints. On a aussi parlé qu'un salaire pourrait apporter une revalorisation du travail de la ménagère. Et puis, on s'est même dit à un moment donné que si on ne valait pas qu'on nous paie pour le salaire, qu'on nous paie un salaire pour le travail qu'on faisait, bien, il était urgent qu'on sorte de nos maisons. On s'est interrogé aussi à savoir où est-ce qu'on allait prendre l'argent pour payer ce salaire-là. Si on allait le prendre sur les salaires de nos maris ou où est-ce qu'on allait le prendre. On a essayé de mesurer un peu, c'est-à-dire de voir s'il pouvait y avoir des implications au niveau de nos revendications quant à un réseau de garderies. On a apporté un exemple dans le sens d'un salaire à la ménagère que ça pouvait peut-être paraître farfelu ou exagéré, mais on s'est rappelé l'exemple des allocations familiales, que quand c'est arrivé, ça, tout le monde en riait beaucoup et puis trouvait ça bien drôle, puis où est-ce qu'elle allait prendre l'argent pour ça, mais maintenant, il n'y avait plus personne qui pensait à les enlever. C'était un fait, c'était acquis, c'était comme ça. On a parlé aussi qu'un salaire à la ménagère, ça pourrait être une façon pour qu'enfin un gouvernement s'occupe de nous autres politiquement. On a finalement élaboré un peu sur la femme, puis le droit qu'elle avait au travail. On s'est dit qu'à partir du moment où la femme aura un véritable droit au travail, bien là, elle sera vraiment en mesure de choisir entre le travail à l'extérieur ou à la maison. Il est issu de ça 3 résolutions. 2 qui s'adressent directement au niveau gouvernemental. C'est-à-dire qu'un revenu minimum garanti soit consenti à chaque individu. Et puis, j'ai essayé de rendre un peu l'idée qui avait été émise ce matin aussi, c'était qu'on disait à la femme, indépendamment du salaire de son mari, alors, puis on avait élaboré un peu aussi sur les enfants qui étaient passés 18 ans. Alors, à ce moment-là, ça donnerait quelque chose dans le genre qu'un revenu minimum garanti soit consenti à chaque individu adulte. L'autre partie, c'était qu'un réseau de garderies universelles soit mis sur pied. Finalement, une 3e qui s'adresse au niveau municipal, c'est que des loisirs, dans le sens sport d'équipe, soient organisés pour les fillettes à compter de 5 ans. Parce qu'il n'y a rien pour les fillettes. Il y a des sports organisés pour les petits garçons, des jeux de hockey, tout ça, c'est prévu, c'est organisé, alors que pour les petites filles, il n'y a rien. Alors, ce sont les 3 résolutions qui sont issues de l'atelier. Qu'est-ce qu'on a trouvé à la suite d'un questionnaire qu'on a distribué au sujet de l'éducation sexuelle? C'est qu'il y avait eu peu ou pas d'éducation sexuelle. Avec les générations, il semble que la situation s'améliore. Ça nous a amené à formuler la recommandation suivante, à savoir qu'une éducation sexuelle adéquate soit donnée aux adultes ainsi qu'aux étudiants, et ce, par des personnes compétentes. On a aussi souligné le fait qu'à l'intérieur de ces cours, on devrait y intégrer une bonne information sur les moyens de contraception. Il semble que ces moyens-là soient plus ou moins connus, qu'on n'en connaisse pas toutes les implications. Maintenant, si les moyens anticonceptionnels s'avèrent inefficaces, donc pour différentes raisons telles qu'une mauvaise utilisation, on en est à ce moment-là arrivé à discuter de l'avortement. Bon, comme tout le monde le sait, les opinions à ce sujet-là sont très partagées. Cependant, on a réussi à faire le consensus pour émettre une autre recommandation. Donc, la recommandation, c'est que la femme puisse décider elle-même, donc c'est sa décision à elle, d'un avortement, et que des services adéquats tels que psychologues, travailleurs sociaux, lui soient offerts avant de prendre sa décision et puis également après qu'elle l'ait prise. C'est, je pense, là, le résumé assez global de ce qu'on a vu dans notre atelier. Nous, on avait la participation des mouvements, de quelques mouvements féminins. La discussion était surtout sur la femme dans la société d'aujourd'hui. Nos personnes ressources étaient impliquées dans différents mouvements sociaux, culturels, politiques.
ce qui revient à dire que la femme a sa place dans la société d'aujourd'hui. Cet atelier a eu pour but d'encourager nos femmes à s'engager dans tous ces milieux. Que le bénévolat exercé, c'est une expérience enrichissante. Il suffit de participer, s'engager, faire connaître notre idée. Afin d'améliorer le manque d'information, il suffirait de contacter des mouvements, y appartenir, assister aux réunions, s'implanter dans des milieux là où notre personnalité peut donner le plus de soi-même. Si la femme était initiée à cette donnée, ce serait une facilité pour elle d'adhérer à différents mouvements, de franchir des étapes afin d'aller chercher des expériences valables et faire un devoir de les communiquer aux autres. D'après nous, c'est ça qui est le plus important. Un vœu a été formulé, là, que chaque femme prenne une part sociale, même s'il y a un compte conjoint. Et après ça, il y a une résolution qui a été émise, là, ici. Attendu que les caisses populaires sont la propriété de toute la sociétaire, qu'ils soient du sexe féminin ou masculin, attendu qu'elles ont pour but de favoriser la promotion sociale de leurs membres et qu'elles doivent jouer à cet égard un rôle d'avant-garde, il est proposé par Céline Demers, appuyé par Fernande Bilodeau, et résolu que des pressions soient exercées auprès des dirigeants des caisses populaires de Tête-Fermaine afin qu'ils adoptent une politique favorisant l'accès de leurs employés du sexe féminin au poste de commande, selon leurs compétences et leurs expériences, et sans discrimination à l'égard de leur sexe. On va parler de problèmes qu'ont à vivre les femmes avant, pendant et après la grossesse. Et puis, on en est venu, la suite de nos discussions, aux recommandations suivantes. Nous demandons qu'on reconnaisse nos droits parentaux envers notre nouveau-né. Pour les parents qui le désirent, l'hôpital doit prendre des dispositions humanitaires afin que les relations enfants soient favorisées, en permettant à la mère de prendre son enfant à la salle d'accouchement, en encourageant et supportant la mère qui souhaite allaiter, même pour les cas de césarienne, ou donner elle-même le biberon, en dispensant des cours postnataux aux parents pendant l'hospitalisation, cours portant sur le bain et aux soins du nouveau-né, en favorisant les contacts physiques parents-enfants, c'est-à-dire la cohabitation.